Chers téléspectateurs de Canal 3 Monde, nous nous trouvons aujourd'hui dans les locaux de la prestigieuse école de sciences politiques de Paris où se déroule le forum Diversité et Performance. Nous accueillons M. Camille Galap, il est président de l'Université du Havre. Nous allons parler notamment de l'intérêt de l'éducation, de la formation pour les pays en voie de développement et nous nous baserons sur son expérience à l'Université du Havre. Monsieur Camille Galap, bonjour. Bonjour, très heureux de participer à cette émission. Nous aussi, très heureux de vous accueillir parce que le thème de l'éducation est un thème qui nous tient à cœur et c'est un peu cela le rôle des médias aussi, c'est faire passer des messages avant-gardistes et faire partager les expériences qui ont fait leur preuve ici dans les pays du Nord et vers le Sud. Et avoir une personnalité comme vous, parce que c'est très rare aujourd'hui des présidents d'université qui sont issus de ce qu'on appelle la diversité en France. Qu'est-ce que c'est pour vous la réussite? La réussite, pour moi, c'est le fait d'oser en permanence et de trouver sa place dans un environnement où on peut exprimer complètement ses compétences dans différents domaines. Et moi, j'ai été élu président de l'Université du Havre en 2005. Et c'est vrai qu'il fallait oser y aller, puisque j'étais le seul président de couleur en France. Aujourd'hui oui, alors il y en a deux maintenant. Il y en a celui d'Antilles-Guyane et moi. Sur combien sur 83. Donc voilà, donc en France métropolitaine, j'ai osé, mais c'est vrai que c'était encouragé par mes collègues qui ont considéré que j'avais largement les compétences pour pouvoir assurer cette fonction, puisque j'étais vice-président au préalable. Et donc je pense que j'ai même été réélu très récemment, donc ça veut dire que les compétences que j'ai pu développer à travers mon expérience professionnelle m'ont permis de mener à bien ma mission de président d'université. Alors, ce qui a influencé vos collègues, ceux qui vous ont élu, est-ce votre éducation, votre parcours universitaire ou vos compétences? Je pense Qu'est-ce qui a le plus pesé dans... Je pense qu'il y a un peu des deux, et puis bon, il y a la façon d'être aussi, avec les gens. Et je pense qu'avoir un président humain, proche des gens, qui est souriant, qui plaisante, ça permet de changer un petit peu l'image du président d'université strict et sévère. Et donc, je suis dans un format un peu différent des autres standards présidentiels. Et donc, les gens apprécient. Donc, moi, je suis très à l'écoute des collègues, quelle que soit leur catégorie, leur classe sociale. Il n'y a pas de problème, j'ai pas de problème avec ça, puisque j'ai connu des gens. Je sais d'où je viens, je sais que je vais revenir à ma fonction initiale, puisque c'est une fonction élective qui a une durée limitée dans le temps. Et donc, je pense toujours aussi au lendemain, et je n'oublie pas non plus de façon systématique l'endroit d'où je viens. Donc voilà, donc pour moi c'est naturel, je ne me force pas à être comme cela, c'est naturel, et c'est vrai que le fait en plus d'avoir fait un peu de sport à côté, à haut niveau, ça me permet aussi d'avoir un certain nombre de valeurs que j'ai pu retrouver à travers mes différentes missions d'enseignement et de manager en tant que oui, c'est du management. C'est du management. Et puis la connaissance de soi aussi. Voilà. Donc le respect des autres, l'écoute, voilà, dire bonjour, saluer les gens, manager des projets, mobiliser les collègues autour de projets collectifs, c'est vraiment quelque chose d'important. Justement, on va entrer maintenant dans le thème qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est-à-dire l'éducation. Tout à l'heure, dans votre intervention en salle et lors de la préparation de cette émission dans des coulisses, vous parliez de l'importance d'éduquer les jeunes et les populations en général. Je crois que c'est quelque chose de fondamental dans une politique d'État. Pour moi, une des missions premières de l'État, c'est de faire en sorte que la population dans sa totalité soit bien éduquée à différents niveaux, parce que je crois que les compétences qui sont nécessaires pour le développement socio-économique et se fait à différents niveaux, et puis il faut former les gens pour qu'ils soient en capacité d'utiliser, d'exploiter les ressources naturelles du pays, et je pense que ça a des effets aussi importants sur une stabilité politique, sur une politique de santé bien pensée, etc. Parce qu'effectivement, dans certaines zones géographiques, on voit que quand il y a ce genre
on va dire, d'abandon de politique d'éducation, ça peut avoir des effets dramatiques en termes de stabilité politique du pays. Et donc, je crois qu'il faut effectivement militer pour que des compétences soient développées à tous les niveaux et que sur le volet technique, le volet technologique, le volet des sciences humaines et sociales, enfin tout soit appréhendé pour pouvoir trouver un juste équilibre sur des besoins en compétences plutôt dans le secteur des sciences humaines, plutôt dans le secteur technologique ou l'agriculture ou autre, ou la pêche, pour que justement les ressources soient exploitées au mieux, pour qu'on n'ait pas plutôt tendance à dire oh, écoutez, on va faire ça pour vous, et puis on vous donne du riz, on vous donne à manger. Non, il faut que les gens soient en capacité de produire eux-mêmes. C'est-à-dire, en fait, les formations doivent être en adéquation avec les objectifs de développement de chaque pays et les ressources. Absolument. C'est-à-dire que, grosso modo, il faut faire un état des lieux des ressources du pays, voir dans quelle mesure ils peuvent effectivement être accompagnés. Je pense qu'il y a des pays, notamment des pays d'Afrique, où il y a beaucoup de possibilités d'utilisation des ressources naturelles. Je pense au soleil, par exemple. Oui. L'énergie renouvelable, ce sont quelque chose. Les pays sahéliens. Ah, ouais, absolument. Qui ont beaucoup de bois, voilà. Ceux qui sont. Et puis, à proximité, le fait d'être sur des zones où il y a des trafics portuaires, maritimes assez importants, le fait de développer un port, ça développe des emplois, à tel point que, je prends l'exemple de ce qui s'est passé au Maroc. Le roi a décidé de développer le port de Tanger. En emplois directs et indirects, ça génère 120 000 emplois. C'est énorme. Donc ça veut dire que quand il y a un vrai choix politique, et ça nécessite de la formation, de l'éducation. Tout à fait. Et dans le secteur du juridique, dans le secteur de l'économie, dans le secteur des technologies, parce qu'il faut savoir manipuler les portiques, et puis et ensuite sur le volet gestion, parce qu'il faut faire du management, la question de la logistique avec les transports routiers, etc. Ça nécessite aussi des modifications des infrastructures, et quand on modifie les infrastructures routières, ça génère de l'emploi dans le secteur du génie civil. Et vous, à l'Université du Havre aujourd'hui, comment travaillez-vous avec le monde politique? Est-ce que c'est vous-même qui diligentez des enquêtes pour comprendre les besoins du marché, ou quelles sont vos relations avec d'abord les autres universités, la région, le département et la ville, et même l'État? L'État, oui. Enfin, ça, il y a plusieurs niveaux. De toute façon, je pense que l'université, quand elle est implantée à un endroit donné, c'est un levier de développement socio-économique, quel que soit l'endroit où il est localisé au niveau mondial. Donc moi, je suis sur un territoire au Havre, donc je parle avec les politiques, je parle avec les entreprises, je parle avec les collectivités territoriales, et je tiens compte de tous les documents stratégiques qui ont été élaborés, que ce soit par les collectivités ou par mon établissement, en tenant compte de mes forces, de mes compétences. En logistique, des contrats quadriennaux avec l'État, par exemple, qui définissent des objectifs, des actions à mener, des axes de développement stratégiques, et puis qui sont en phase avec avec la politique d'État. Donc l'État nous soutient, mais aussi en cohérence avec la politique régionale. Et donc la région de Haute-Normandie, notamment dans laquelle nous sommes implantés, elle a une logique qui n'est pas la même que celle de Basse-Normandie, qui n'est pas la même que celle du centre, la région centre. Et donc il y a une réalité socio-économique qui est... Voilà, c'est cohérence. Voilà. Et donc c'est pour cela qu'on est en dialogue permanent avec les collectivités, les élus, pour que justement on co-construise cette offre de formation, parce qu'il y a l'offre de formation initiale et il y a l'offre de formation tout au long de la vie, la formation continue. L'apprenance et puis la formation continue. Tout à l'heure, vous me disiez que vous aviez un taux de 18% à peu près d'étudiants d'origine africaine, ce qui est un taux bien plus élevé que celui des autres universités en France. Est-ce que vous avez envisagé des collaborations avec des universités du Sud, des pays d'Afrique, dans ce type de spécificité, c'est-à-dire construire des programmes, adapter l'offre de formation à la demande, à la réalité aussi du marché de ces pays? Est-ce que c'est des choses que vous avez faites ou que vous envisagez? Nous avons déjà plusieurs conventions bilatérales avec des universités africaines, notamment l'université de l'UCAD de Dakar, l'université de Dakar, l'université de Saint-Louis au Sénégal. On est en train de travailler sur une convention avec le Bénin. On a beaucoup de conventions bilatérales avec les pays du Maghreb également, mais toujours dans un esprit de coopération et de complémentarité. C'est-à-dire qu'on essaie de co-construire des formations ensemble en tenant compte des compétences présentes dans les universités partenaires et dans l'université du Havre.
pour ne pas avoir simplement une équipe du Havre qui débarque dans l'université. Ce n'est pas du tout ma conception de la coopération. Donc on a des collègues qui sont compétents dans différents domaines. On essaie de construire en tenant compte de la réalité du pays. Je pense dans le cas de ce qui s'est passé dans la région de Saint-Louis du Sénégal. On a fait un projet de coopération décentralisée pour mettre en place une cellule numérique dans la région de Saint-Louis. Il a fallu que les collectivités, la région de Saint-Louis s'est impliquée, la ville de Saint-Louis s'est impliquée, l'association de développement, l'agence de développement, pardon, s'est impliquée et on a pu mettre en place des cellules. L'agence française de développement. Oui, l'agence française, l'AFD, oui. Et ça permet de mettre en lien la population sénégalaise du Havre avec la population sénégalaise de la région de Saint-Louis. Et la demande, dans ce type d'expérience, la demande provenait de qui? De l'université sénégalaise ou de vous? C'est-à-dire qu'en fait, c'est venu des deux côtés en même temps, parce que nous, on avait la compétence et puis on avait une population sénégalaise au Havre qui était très demandeuse d'informations sur ce qui se passe dans la vie quotidienne de la région de Saint-Louis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont originaires de la région de Saint-Louis, qui sont implantés au Havre. Alors ça, c'est un peu historique. Hein, voilà. Et donc, en fait, il y a eu une enquête qui a été réalisée en tenant compte des chercheurs qui étaient dans le secteur des nouvelles technologies, et sociologues, etc., qui ont fait des enquêtes. C'était une démarche de recherche-action. Donc ils ont fait une enquête pour savoir qu'est-ce que les gens attendaient. Et en liaison étroite avec la ville du Havre, qui s'est impliquée dans le projet, sur le financement aussi, eh bien on a pu monter ce projet à Saint-Louis et la cellule existe maintenant. Donc en fait c'est un peu le rôle de ce qu'on appelle la diaspora, c'est-à-dire oui, absolument. Les ressortissants du Sénégal qui travaillent en Europe et notamment dans la région où vous êtes implanté. Et nous on travaille énormément avec l'ensemble des associations locales, les associations d'étudiants, etc. Et vous parliez aussi en fait, tout ce qui est répercussion. Ça c'est très important, ça va être, on va dire, il nous reste très peu de temps. Quelles répercussions pouvez-vous aujourd'hui énumérer en termes d'impact quand on forme vraiment les gens? C'est-à-dire que moi, ce que je constate, beaucoup aussi ce que je constate, c'est qu'un étudiant qui est bien accueilli dans une université française, par exemple, un étudiant qui vient d'Afrique, qui vient bien accueilli dans une université française, devient un véritable ambassadeur de l'université dont il est originaire. Et ce que je pense aussi, c'est qu'au-delà du rayonnement de l'université, c'est un rayonnement aussi de la francophonie et de la France qui est aussi en jeu. Et donc, on constate que demain, si un jeune crée son entreprise ou intègre une administration, il aura le réflexe de cette coopération avec l'université française ou avec la France en général. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Donc, en fait, grâce à l'éducation, on crée des ponts, on crée des liens entre le Nord et le Sud, entre les pays qui ont formé les étudiants africains et les États africains dans lesquels ces jeunes Africains iront travailler plus tard. Mais aussi, M. Galap nous a signalé et insisté là-dessus que la bonne formation permet la stabilité politique parce qu'elle évite des décalages dans les classes sociales et aussi évidemment le populisme qui est souvent mal exploité dans certains pays africains où la diversité devrait justement être source de richesse et non source de conflits et de retard économique et aussi de freins au niveau de la cohésion nationale. Restez sur Canal 3 Monde pour d'autres invités.